Bonjour. Le programme de la Fed pour les mois à venir pourrait-il mettre en danger le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, je vous rappelle avant de commencer que pour fêter les 8000 abonnés, pendant plusieurs semaines, je fais chaque semaine un giveaway de 20 euros pour participer. C'est simple, il vous suffit premièrement d'être abonné, deuxièmement de laisser un petit commentaire. Et le tirage au sort a lieu chaque semaine. Voilà. D'autre part, en parlant des commentaires, vous pouvez bien entendu me demander des altcoins à analyser. Mais puisque j'en analyse que un ou deux par jour, je ne peux pas faire passer tout le monde. Donc si vraiment vous voulez que j'analyse un altcoin en particulier, et je parle d'une analyse complète, pas les petites analyses que je fais en fin de vidéo, c'est-à-dire une vidéo particulière, eh bien, vous pouvez, en échange d'un don, être prioritaire et avoir une analyse complète sur un de vos altcoins au choix. Pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit vous passez par ici et c'est un don de 25 euros, ou soit vous faites une donation en crypto-monnaie. Alors, il y en a trois là, mais vous pouvez me demander la crypto-monnaie de votre choix. Et dans ce cas-là, c'est seulement 20 euros. Voilà. Donc, on va pas perdre plus de temps parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va commencer par la cryptomap. La cryptomap qui est quand même bien rouge, hein. Le Bitcoin continue sa correction, donc pratiquement l'ensemble des altcoins le suivent. On a IMX immutable X qui nous fait une très jolie sortie haussière. On va l'analyser aujourd'hui parce qu'il me l'a été demandé il y a 2 jours dans la vidéo de mardi du coup. Alors c'est dommage puisque le mercredi je fais pas de vidéo, sinon vous aurez pu également profiter de cette hausse, mais tant pis, on va quand même l'analyser aujourd'hui. Le CryptoFear, il n'a pas bougé, il était à 46 pendant plusieurs jours, 47 hier, 47 aujourd'hui. Demain, il risque de chuter un peu puisque eh bien, on a un peu chuté aujourd'hui. Mais voilà, rien de spécial à rajouter. Alors, avant de continuer, je vais aller checker le micro pour voir si tout se passe bien. Apparemment, ça fonctionne. On va passer au dollar. Alors, là, on est en mensuel. On va passer en daily. Ok, donc sur le dollar, hein, c'est toujours la même histoire. On est en train de travailler les 0,382. Bien entendu, ce qu'on veut, nous, c'est une correction à partir de ce niveau. Parce que je vous rappelle, si on casse, alors hein, quand on parle de cassure, on parle de cassure weekly avec une clôture weekly et une bougie de validation, hein. Mais si on casse ce niveau, le prochain objectif, c'est la zone de rechargement de short qui est aux alentours des 110. Voilà, zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on veut voir. Ça va prendre plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, tout dépend du timing. Et donc, ça voudrait dire qu'on aurait un Bitcoin baissier pour les semaines, voire les mois à venir. Bien entendu, à moins que vous voulez voir un Bitcoin très bas pour en racheter, la majorité d'entre vous, je pense, c'est pas ça qu'ils veulent voir. Donc, rien de nouveau, on travaille toujours cette zone, donc on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. Le S&P, on y reviendra peut-être dans quelques minutes. Alors, d'abord, on va parler un petit peu, hein, pas trop, parce que vous savez que moi, c'est pas mon truc trop de parler d'économie, simplement parce que, ni des news, encore moins des news, hein, simplement parce que un vrai trader, un vrai analyste, il n'a pas besoin de tout ça la plupart du temps. 90% de ce qu'on a besoin pour travailler se trouve dans le graphique, tout est dans le graphique. Mais voilà, des fois, il y a certaines choses qui sont importantes à regarder. Et hier, il y a eu le discours de Jérôme Powell de la Fed, donc ça tombe bien, je ne faisais pas de vidéo, donc j'ai pu le regarder en direct. Et il y a 3 choses importantes à retenir. Alors, c'est surtout pour ceux qui vivent dans une grotte ou qui ne sont pas sur Twitter ou qui ne regardent pas beaucoup de vidéos parce que tout le monde en a parlé aujourd'hui. Sauf que nous, on va voir un peu plus loin, un peu plus long terme, voilà, on ne va pas s'attarder sur le court terme. Il y a 3 choses importantes qui sont sorties. Bon, première chose, le taux d'intérêt à 5,5 n'a pas été relevé ce mois-ci, donc il reste à 5,5. Deuxièmement, il y a une nouvelle hausse, probablement la dernière, qui est prévue avant la fin de l'année. Et troisièmement, chose la plus importante, une fois qu'on aura atteint le plafond, donc la dernière hausse, ça va prendre un certain temps, ils vont prendre leur temps avant de rebaisser les taux d'intérêt. Donc on va rester sur des taux élevés pendant plus longtemps que prévu. Ce qui veut dire que ça va décaler ce qu'on appelle le pivot de la Fed. Le pivot, c'est le moment où
il y a une inversion des taux. Ça veut dire ça monte, après il y a un palier, et ensuite il commence à rebaisser les taux. Ça fait un pivot. Pourquoi c'est important? Simplement parce que par le passé, à chaque fois qu'on a eu ce pivot, on a eu une récession, c'est-à-dire une grosse chute sur les marchés traditionnels. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà, en gros, il y a des graphiques qui représentent très bien. Là, vous avez les points pivots, et là, c'est le graphique du SP500. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a eu un pivot, c'est du moins 36, du moins 48, moins 27, moins 51, moins 58, moins 35. Et ça correspond, là c'était 2020, 2008, la crise de 2008, la crise de 2000, là ça devait être... bon, voilà, bref, c'était les anciens points pivots. Les années, elles sont là d'ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'il en manque un, il manque 87 ici. Voilà. Mais bref, vous voyez qu'à chaque fois, ça nous entraîne une récession, un gros crash sur les marchés traditionnels. Donc, on va aller voir ça plus en détail ensuite. Mais j'aimerais venir sur des petites bêtises que j'entends tout le temps. Je ne sais pas la première fois que j'entends, d'ailleurs, on en a déjà parlé. Mais encore aujourd'hui, j'ai regardé quelques vidéos de youtubeurs et j'entendais encore une fois la même chose. Le Bitcoin est en train de se décorréler du SP des marchés traditionnels, donc du SP500. Alors, premièrement, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Tout simplement parce que, hop, alors à moins qu'ils jouent leur graphique en 5 minutes et qu'ils voient une chute et qu'ils vont tout de suite voir sur le Bitcoin, voir si ça chute pas, et ok, donc là je peux rien pour eux. Mais sinon, voilà, on est en daily, on prend le plus haut de la bougie d'hier au plus bas de la bougie d'aujourd'hui, on a du moins 2,44. Voilà. Et eux ils disaient que le Bitcoin ne suit pas, voilà, il chute pas autant, machin. Bon, moins 2,44 sur 2 jours. On va sur le Bitcoin, si je le trouve, ouais, il est loin. On reste en daily, on va sur 2 jours, donc la bougie d'hier à aujourd'hui, et on a du moins 365. Donc vous voyez, ça change pas grand chose. En général, le S&P 500 chute, le Bitcoin chute, voire même un peu plus. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Alors comme j'ai dit, s'ils ont ouvert leur graphique en 5 minutes ou en 1 heure, et que dès que le S&P a chuté, ils sont allés voir le Bitcoin, ils se disent oh bah c'est bon, il s'est décorrélé. Non. Bon. Donc ça, c'est la première connerie, mais qui vient déjà d'une autre connerie. La première connerie, c'est déjà de dire qu'ils sont corrélés. Encore une fois, ça fait des années que je le répète, ils ne sont pas corrélés. Déjà, à la hausse, ils ne sont pas corrélés. Il arrive très souvent que le marché traditionnel, le S&P monte, alors que le Bitcoin ne monte pas. Preuve, bah, alors là on est sur S&P, mais preuve, le top ici, il s'est fait au mois de juillet. Hein, on avait une hausse depuis le mois de mars jusqu'au mois de juillet sur le Bitcoin. Alors, excusez-moi, voilà, peut-être que je dézoome un peu. Depuis le mois de mars, on ne fait plus rien. Ouais, on est là, au mois de mars, on était à 26 700 $, et on est à la date du septembre, et on est aux 26 700 $. On n'a absolument pas bougé. Alors oui, il y a eu un peu de volatilité, mais on n'a pas bougé. Hein, alors que le S&P, lui, il a monté. Donc, à la hausse, déjà, ils ne sont pas corrélés. À la baisse, ils sont corrélés, mais uniquement sur du moyen long terme. Ça veut dire en cas de grosse correction sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà. Donc, effectivement, et ça, on l'avait déjà vu plein de fois. Alors, on va passer en weekly. Voilà. Quand il y a eu ces grosses chutes-là, de janvier à octobre, le Bitcoin, il a corrigé également. Mais on va voir que pas forcément de suite, parce qu'à court terme, ils ne sont pas corrélés. Là, on a eu le top le 27 décembre et le bottom en octobre. Est-ce que je peux trouver le 27 décembre ? Alors, je vais recommencer. C'était en 27 décembre 2021. Voilà, c'est pour ça que je ne trouvais pas. Donc, 2021. Je vais pas y arriver.
Bon, il y a eu un petit décalage. Et ensuite, on a chuté, mais on a remonté. Et ensuite seulement, on a chuté. Et ça arrive souvent. Il n'y a pas forcément à l'heure près, même au jour près. Il peut y avoir quelques jours, voire même plusieurs semaines de décalage quand il y a une chute de l'un. Mais par contre, après, ça rattrape. Et ça corrige forcément. Là, le Covid, bon, bah, c'est très rapidement. Le Bitcoin, il a suivi. Et là, en 2018, on va aller voir en 2018, on a eu le top au 1er octobre, on a chuté jusqu'au mois de décembre. On va sur le Bitcoin et vous allez voir là, ça va être plus flagrant, je pense. Voilà, 1er octobre. Et ben on n'a pas chuté. On a chuté que au mois de novembre. Vous voyez, pendant un mois, on n'a rien fait. Le S&P, lui, il était déjà en chute. Le Bitcoin, lui, il a été tout droit. Et ensuite, il a rattrapé, bien sûr, une fois que le S&P, parce que on va revenir, c'était où? Hop, c'était là? Non, c'était là. Ah, c'était là. Ouais. Une fois que le S&P, un mois plus tard, au mois de novembre, vous voyez, on est là, il a vraiment confirmé qu'il allait cracher jusqu'au mois de décembre. Le Bitcoin a rattrapé et il a également fait le bottom au mois de décembre. Donc, il n'y a jamais eu de corrélation vraiment sur la montée et sur les chutes. C'est comme un peu avec le dollar, c'est du moyen long terme, il ne faut pas voir à court terme. Donc, si le S&P chute en time frame 5 minutes, le Bitcoin ne va pas forcément suivre. Donc voilà, deux bêtises que j'entends, ils sont corrélés et ils sont en train de se décorréler. Déjà, ils n'étaient pas corrélés. Et la seule corrélation qu'ils ont, c'est sur les chutes moyen-long terme. Et non, ils ne sont pas décorrélés. Et surtout aujourd'hui, alors là, c'est du court terme, mais même sur le court terme, vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont bien corrélés. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Voilà. Donc, on en revient au fait que, pour nous, l'important, c'est que si justement il y a un crash, un gros crash, donc sur du moyen-long terme, une grosse correction, le Bitcoin, a fort priori, il va suivre. Parce que là, du coup, sur du moyen-long terme en crash, ils sont bien corrélés. Hein, et ce qui est logique. Parce que si vous avez tous les marchés traditionnels qui se cassent la gueule, vraiment se cassent la gueule pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, des gros crashs, et les gens, ils font quoi? Pourquoi ça chute? Parce que les gens, ils vendent et ils se réfugient où? Dans le dollar, voire dans l'or, bref, peut-être dans les bonds, dans des trucs stables, des trucs fiables, des trucs qui ne vont pas cracher, des réserves de valeur. Et ils sortent de tous les marchés à risque. Et c'est lequel le marché le plus risqué? Ben, c'est les cryptos. Donc forcément, ils vont sortir également des cryptos. Alors, oui, on pourrait avoir un petit espoir, mais je pense qu'il faut que ça reste un petit espoir. Je ne pense pas qu'on soit encore prêt. C'est qu'à la base, le Bitcoin, il a été créé justement, on est bien en 2008, ouais, ici, en 2008, c'était justement après cette crise. Il a été créé justement pour contrer les crises, c'est-à-dire pour servir de réserve de valeur, pour être une sorte de dollar numérique, pour contrer l'inflation, puisqu'il est déflationniste, pour contrer les grosses crises, pour contrer peut-être s'il y avait un écroulement de certaines monnaies. D'ailleurs, c'est déjà le cas actuellement, mais pas sur le dollar, sur certaines monnaies du monde qui perdent chaque année des dizaines de pourcents de valeur. Certains de ces pays, on peut voir qu'ils ont une adoption plus rapide en Bitcoin que les autres. Mais les gros pays, et notamment voilà, ceux qui dirigent le monde, les États-Unis et le dollar, ce n'est pas encore le cas. Le dollar est fort et les gens ne vont pas se réfugier encore dans le Bitcoin. Alors est-ce que dans quelques mois, si on devait avoir une grosse crise, un gros crash, est-ce que les gens se réfugieront dans le Bitcoin? Il y a très peu de chances. Donc, le pivot, qui aura lieu en théorie en prenant une grosse fourchette bien large entre janvier 2024 et septembre 2024, voilà, je prends une fourchette large, mais selon les gens, ça serait peut-être au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, juillet, août, bref, voilà. C'est pour ça que j'ai pris une grosse fourchette. Eh bien, on aurait un gros crash également sur le Bitcoin. Alors maintenant, la question reste à savoir, c'est où on sera dans quelques mois, mettons dans 6 mois sur le Bitcoin. Si
on respecte notre scénario bullish. C'est-à-dire que soit on a trouvé un bottom, soit on va chercher les 23, voire les 21K, et qu'ensuite, on reprend la tendance haussière, et que dans 6 mois, on se trouve aux 38, aux 40, 45 000, 50 000 $. C'est tout à fait possible si on a une nouvelle jambe haussière. Et un crash de 15, 20, 30% sur les marchés traditionnels, ce serait pas grave. Vous voyez, mettons 34%, allez, on va dire, on pourrait très bien chuter un peu moins sur le Bitcoin, 25%, on reviendrait tester les 30K. Vous voyez, on monte, et puis on revient tester l'ancienne résistance qui revient à support, et puis on repart. Voilà, le gros crash, ça nous ferait juste retester un support. Là, je vous ai mis les 40K, mais on pourrait être plus haut, hein. On pourrait être aux 50, machin, voilà, et puis revenir tester par exemple les 36K, qui est un niveau important. Donc finalement, ce serait pas trop grave. Surtout que le pivot de la Fed aurait lieu aux alentours du halving. Je vous rappelle, le halving, c'est au mois de mai prochain. Donc, en général, pivot de la Fed, c'est entre avril et août pour la plupart des gens. Maintenant, d'après les dernières données. Le halving aura lieu avril ou mai de l'année prochaine. Avril, je crois. Et en général, on a quoi aux alentours. Alors, peut-être faut que je change de graphique. Rapidement. Aux alentours du halving, c'est-à-dire un peu avant, pendant ou un peu après, on a une chute. Vous voyez, une correction, comme ici. Ici, vous voyez, le halving, buy the rumor, sell the news. Et on a une correction importante. Hein. On parle de 35%. Ici, c'était pratiquement 50%. Et ici, on l'a eu un peu avant. Un peu avant et un peu avant. On a l'impression que c'est rien, mais celle-là, c'est 52%. Et même la petite correction qu'il y a eu juste avant, c'était quand même 25%. Donc en général, on a une correction aux alentours du halving. Donc ça correspondrait parfaitement à cette chose-là. Mais ça, c'est si on est bullish avant, c'est-à-dire si on est dans le scénario bullish. Par contre, bien évidemment, le danger, ce serait que le Bitcoin, à cette période, ne soit pas aux 40, 45, 50 000 $. Si par exemple, là, alors je vais retourner sur le graphique, hop, voilà, on n'est pas dans le scénario bullish, et qu'on va rechercher par exemple les 18K, à la rigueur 18K, c'est pas grave, si on remonte très vite, on peut même dans 6 mois être aux 40 ou 50 000 $. Mais si on est dans le scénario vraiment bearish, qu'on va casser voilà, les 15 000 $, ça va prendre du temps, je pense pas qu'on va y aller d'une traite, ça va prendre peut-être plusieurs mois, et qu'on va rechercher les 14 12 000 $, puis qu'après on remonte tranquillement, et qu'au moment du pivot, on est en train de faire peut-être un pullback, j'en sais rien, justement sur le niveau de résistance, les 15-20K, et que ça crache, et bien là, effectivement, on pourrait avoir un Bitcoin qui part très très bas, et ça peut être très dangereux. Voilà. Mais ça, c'est seulement si on est, on va dire, sous les 30 000 $, à ce moment-là. Alors là, si on fait un gros range, par exemple, on bouge pas, et on est aux 30 000 $, bon, bah, on est à peu près au même niveau que maintenant. Mettons, je sais pas, on fait un truc bizarre, et on un peu en bas, un peu en haut, on range entre 20 et 30K pendant encore plusieurs mois. Bon, bah, ça veut dire qu'on aurait probablement retesté les 18 ou les 15K pendant ce crash. Mais si on est plus bas, malheureusement, on va aller beaucoup plus bas. Et là, ceux qui parlent depuis plusieurs mois ou des 9-10K, bon, bah là, ce sera plus un rêve, ce sera une possibilité. Voilà, tout dépendra à quel niveau on sera à ce moment-là. Mais si on est bien bullish, il n'y aura pas de problème, ce sera juste une correction de 15, 20, 30%, mais ça, c'est les corrections, voire même 40, mais c'est les corrections qu'on a régulièrement sur le Bitcoin. Hein. Je veux dire, vous prenez là la petite correction qu'on a là, voilà, vous avez 30%, c'est normal, c'est des corrections normales. Donc on n'a pas besoin d'avoir forcément peur si, bien entendu, on est bullish dans les mois avant que ça se produise. Alors oui, je vous l'ai dit, on va quand même regarder un peu plus en détail justement cette histoire de taux. Donc voilà, vous avez les taux là d'intérêt. Ah oui, là on est en 85, juste avant le crash. Donc on avait une hausse des taux. Et puis ensuite on avait le point pivot, c'est-à-dire on commence à rebaisser les taux. Et là vous avez justement la récession. Vous avez pareil en 2000, il y avait une hausse des taux, point pivot, vous voyez, un niveau plat. Et ensuite on commence à baisser les taux.
récession. Et vous aviez pareil en 2008, hausse des taux, le plat, et ensuite, on redescend les taux, donc point pivot, et récession. Et on a eu pareil en 2020, crash Covid, hausse des taux, plat, on baisse les taux, récession. Et là, on est là actuellement. On est, alors je crois même, on est, vous voyez, date du mois de juillet, mais je crois qu'on est à 5, non, je suis sûr qu'on est à 5,50, hein, vous voyez. Donc on est au niveau, on est à ce niveau-là. Et on va les remonter encore. Donc on va même être plus haut qu'en 2008. Voilà, on va monter à 5,75 ou 6. Du coup, on ne sait pas s'ils vont les remonter de 0,25 ou de 0,5. Je pense que de 0,25, 5,75, on sera même encore plus haut. Et ensuite, on va faire un petit plat, vu qu'ils ont dit qu'on va rester un certain temps. Et ensuite, on va inverser et on va faire le pivot. Et techniquement, si ça se passe comme à chaque fois, et je vois pas pourquoi ça ne se passerait pas, eh bien, on aurait la récession, le crash. Voilà. Et là, c'était pour avoir un peu plus de... Voilà, c'est un peu plus détaillé. On a vraiment les dates. Et là, on est là, et vous voyez qu'on est à 5,50, hein, et qu'on va monter jusqu'à un peu plus 5,75. Donc voilà, donc regardez, hein, si vous voulez aller voir les graphiques, hein, vous avez juste à mettre pause et puis aller voir les choses, mais sinon vous tapez sur Google et vous trouverez ça très simplement. Voilà, donc on va passer maintenant, une fois que ça s'est vu, à l'analyse court terme du Bitcoin. Donc il s'est passé quoi? Alors, juste pour en revenir, ce qui s'est passé sur le S&P, hein, nous, on le savait déjà. Hein. On le savait déjà depuis là que ça allait chuter. Hein. On avait zone de rechargement de short, on a fait un petit fake out, on est revenu. Ensuite, on a placé quoi? Notre zone de rechargement de court terme. Et bien là, on est revenu chercher la zone de rechargement de court terme, 28 au 5 septembre, jusqu'au 11 septembre. On a travaillé et puis on a rechuté, hein, tout simplement. Hein. Une chute, une A, une B, et puis une vague C, hein, tout simplement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère, hein. Le S&P, c'est comme les cryptos, ça s'analyse. Pareil, voilà. Donc, est-ce que c'est un top, hein, et qu'on fait un top moins haut, peut-être une vague A, B, C? Je pense pas, parce que ça voudrait dire qu'on aurait un gros crash maintenant, et pas... Alors, bon, pourquoi pas, mais techniquement, si on devait avoir justement un gros crash ici, je m'attends à ce que ça monte avant, et ce qu'on soit plutôt sur des... alors, pas forcément sur des plus hauts, mais voilà. Alors, pourquoi pas les retester? On a un niveau important ici. Si on devait vraiment les plus bas, là, on a un niveau très important, donc pourquoi pas aller tester là, et ensuite monter pendant quelques mois, ou stagner, et ensuite avoir le crash. Bref, ça c'était pour ceux qui s'intéressent au S&P. On va revenir sur notre ami Bitcoin en 4 heures. Donc, c'est pareil, le Bitcoin, hein, on s'attendait à cette chute, hein, puisque on en a parlé, hein, on a fait des vidéos exprès. Alors, on va revenir sur les vidéos. D'ailleurs, vous pouvez aller les voir, hein, si vous voulez, elles sont intéressantes, toutes mes vidéos sont intéressantes. Hein. 28K, mur à abattre. Hein. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui les voient, mais bon, tant pis. Ceux qui sont là, tant mieux pour eux. Et Bitcoin, fin du rebond. On avait vu tout ça. Et puis avant que ça monte, hein, on avait vu Bitcoin pump imminent. Hein. On voit tout à l'avance. Hein. C'est pas dur, le graphique, il nous dit tout. Bon, des fois, je lis mal le graphique. Ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive. Mais en général, voilà, quand on sait lire un graphique, on sait déjà ce qui va se passer. Enfin, statistiquement, on sait ce qui a de fortes chances de se passer. Et quand on joue les statistiques, eh ben on a raison 8 fois sur 10. Donc, on est venu chercher la zone de rechargement de short. Je vous ai mis une petite fall-in wedge. On s'attendait à une correction à partir de ce niveau, parce que c'est un niveau important, hein, pas forcément un top, mais au moins une correction. Donc, on avait vu que en plus, on avait peut-être formé une vague 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence. Donc déjà, on a une divergence qui est validée en 4 heures. Donc en général, quand on a une divergence, ça nous annonce soit de la consolidation, soit une petite correction. Et en plus, c'est une divergence après 5 vagues haussières et dans une zone de rechargement de short. Donc forcément, correction. Donc si on est bullish que j'entends quoi par là, c'est-à-dire si on a trouvé un bottom ici. Bon, on a fait une première vague 1 et la vague 2, l'objectif principal, c'est 0,5, 0,618. Alors j'ai pas mis un rectangle vert ce coup-ci, parce que, comme je vous ai répété, ici c'est bien, hein, on avait fait nos achats, enfin du moins ceux qui me suivent, et qui suivent un peu mes conseils, hein, pas conseils financiers, moi je donne des conseils d'amis, hein, jamais de conseils financiers, mais je donne des conseils d'amis, conseils à la famille, hein, on a une petite famille ici, donc voilà. On a fait nos achats ici,
ceux qui ont pris les achats pour un trade court terme, on a pris TP1 ici, TP2 et clôture du trade. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai dit au fur et à mesure, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Trade long terme, pour jouer le bottom, j'ai rien touché, ils sont toujours d'actualité, mon stop, il est au point d'entrée. Donc maintenant, forcément, j'ai ouvert un short. Pourquoi? Bah parce que j'ai profité de la montée, et au cas où on n'a pas trouvé le bottom, je veux aussi un peu profiter de la descente, pourquoi pas. Donc, puisqu'en plus on avait analysé une zone de... Donc, j'ai pas shorté pile là, tout simplement parce que j'étais pas devant les graphiques. Donc, une fois quand on short pas pile le top, et ben on attend une zone de rechargement de short. Donc celle-là, je l'ai loupée, la première. Vous voyez, on est descendu, on est venu rechercher. Parfait, oh, c'est pas compliqué, hein, c'est comme d'hab. Hop, zone de rechargement de short, 0,6, 0,60, 18,6. J'étais pas là, j'avais pas mis d'alarme. Donc malheureusement, je l'ai pas eu. La deuxième, du coup, parce qu'on a rechuté, ici, nouvelle zone de rechargement de short, qui était pas loin de l'autre. Et pareil, j'étais pas là et j'ai oublié de mettre l'alarme encore une fois. Donc je l'ai pas eu. Donc ce que j'ai fait, je l'ai pris là, le trade tout simplement, à 27 156, je crois bien, sur ma plateforme. Et c'est au moment où je vous ai partagé, d'ailleurs sur Twitter, je vous ai partagé plein de graphiques en 1 heure, machin, parce qu'on était en train de justement casser cette falling wedge, faire un pullback dedans, ici, hop, et ensuite rejet, voilà. Et ici, hop, quand on est revenu tester et la falling wedge et la trendline, parce qu'on avait une petite trendline baissière d'ailleurs, vous voyez, ça forme une sorte de triangle également descendant, donc figure chartiste bearish. D'ailleurs, si on veut se mettre par rapport au triangle, hop, une target, voilà, ça nous donne à peu près là. Donc, vous voyez, pas loin de 0,60, bon, on est pas loin. Ici, donc voilà, j'ai pris le trade ici. Et voilà, le short, je suis toujours dedans. Le stop, il est maintenant, il était au-dessus de ce niveau, donc il est même pas, excusez-moi, au-dessus de ce niveau. Quelques dollars au-dessus maintenant. Au départ, je l'ai mis au point le plus haut, bien entendu. Maintenant, je l'ai juste mis un peu plus haut. Voilà. Parce que vu qu'on a breaké maintenant ici, voilà, si on retourne au-dessus de mon point d'entrée, il y a de fortes chances qu'on aille faire un nouveau plus haut. Donc voilà, j'ai assuré. Maintenant, j'ai pas pris de profit. Mon premier TP sera là. Si on n'y va pas, tant pis. Il n'y a pas de TP. Deuxième TP sera ici. Bien que techniquement, je vois pas l'intérêt. Enfin, je pense que si on va ici, c'est pour aller plus bas. Là, on a piégé les gens, on leur a fait peur. Si on y retourne aux 25 000 $, je pense que cette fois-ci, c'est pour les casser. Mais voilà, on est quand même sur un gros support, donc la stratégie veut que je prenne un TP ici. Et puis le dernier TP, il n'y en aura pas. Je laisserai descendre jusqu'à où ça veut descendre et je baisserai à chaque fois mon stop. Et voilà, c'est le stop qui me prendra mon dernier TP. Donc, au cas où, on va quand même se mettre un petit Fibo, parce que là, 0,5, 0,618, ok, mais on va voir où c'est les 0,382. Voilà, bon, là, grosso modo, on a rebondi sur les 0,382. Non, il n'est pas en logarithmique, c'est bon. Donc, si jamais on est bien bullish et que c'est une vague 1, et que c'est très bullish, on pourrait s'arrêter là. Voilà. Je pense qu'il y a forte chance quand même qu'on ait recherché au moins cette zone, si on est bullish, bien entendu. Mais on pourrait s'arrêter là, c'est les 0,382. Voilà. Je conseille pas non plus de faire des achats. D'ailleurs, ni là, je vous conseille pas de faire des achats. Là, j'ai mis ça, c'est plus pour un take profit. Alors oui, vous pouvez tenter si en petit créneau, vous voyez, si on y va déjà, et qu'il y a une petite structure, il y a des divergences, il y a une petite structure de bottom, surtout pour les traders court terme, vous pouvez tenter. Mais je l'ai pas mis en vert pour pas vous inciter, parce que voilà, c'est quand même plutôt risqué. Ici, c'était bien. Là, c'est un peu plus risqué. Surtout qu'on n'est pas sûr qu'on ait trouvé un bottom ici. Donc voilà, si j'étais sûr d'avoir trouvé un bottom ici, je l'aurais mis en vert, mais vu que c'est pas le cas, je ne l'ai pas mis en vert, du coup je l'ai mis en blanc, pour que ce soit neutre. Mais voilà, pour que vous pensiez quand même à prendre des profits, comme ici, je vous avais dit prenez des profits, prenez des profits. Je vous ai dit moi je clôture mon trade court terme, j'espère que vous avez suivi le truc. Maintenant, voilà, pareil, si vous avez pris un short comme moi, que ce soit pile là ou dans cette zone, prenez un petit take profit ici, et voilà. Donc, hop là. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire penser alors, on va pas revenir sur toutes les raisons du bottom ici, c'est les targets Fibo, etc. C'est un gros niveau de support. Mais on avait peut-être également... Je vais même enlever le graphique. Alors, on avait déjà parlé, mais là, je vais vous montrer un peu plus, parce qu'on arrive justement sur la dernière phase. Une accumulation Wyckoff, avec une petite déviation, une petite extravagance qui est simplement due à la news. C'est avec les news
Ça change pas le graphique, mais ça peut accentuer ou accélérer les choses. Donc voilà, cette petite poussée haussière, hein, voilà, s'il n'y avait pas eu la news, on aurait poussé, mais beaucoup moins haut, je pense, et on aurait eu un truc plus classique. C'est-à-dire, on aurait eu quelque chose comme ça. On a un bottom, hop, on fait un AR, une petite correction, on vient faire un plus haut. Donc, un bottom, un AR, petite correction, et un plus haut. Bon, là, on a fait un plus haut un peu excessif, comme je vous ai dit, à cause de la news. Mais sinon, ça reste le même principe. Puis, on rechute, on vient retester ce niveau-là de la R. Alors, ça peut être légèrement plus bas, au double top, ou légèrement plus haut. Puis, on revient tester le AR, ici. Et enfin, oh, merde ça. Et enfin, on vient faire un spring, prise de liquidité, des niveaux ici. On vient prendre tous les niveaux qu'on avait pris ici. Et après, on part. Puis, on vient faire un autre spring. On vient prendre les liquidités de tous les niveaux ici. Et après, on repart. Et dernière phase, après qu'on ait cassé ces niveaux-là, on vient faire un pullback sur la base. Dernière phase, après qu'on ait cassé ces niveaux-là, alors comme je vous ai dit, là, il y a une extravagance, mais normalement, on aurait dû être moins haut, hein, par là. Donc, on aurait dû le casser ici. Et on revient tester la base. Donc, la base, hop, voilà, c'est le rectangle bleu que j'ai mis là. Voilà, ça, c'est la base, vous voyez. On revient tester la base. Donc, pour l'instant, c'est bien. Maintenant, pour valider cette accumulation, ben, il faut rebondir dans cette zone-là. Donc, au maximum, dans notre zone d'achat, de rectangle vert. Si là, on rebondit et on repart. Et ensuite, bien entendu, il faudra casser le dernier plus haut. Et puis, ça sera probablement l'accumulation validée et on aura potentiellement trouvé un bottom ici. En tout cas, on ira très probablement casser ici et on ira très, très probablement rechercher ici au minimum. Voilà. Je pense ça va être tout pour le Bitcoin. On va pouvoir aller voir deux petits altcoins. Donc, on va commencer par IMX. Alors, Immutable X. Alors, on me l'a demandé il y a 2 jours. À chaque fois, vous me demandez des trucs, c'est hors timing. C'est dommage, c'est dommage. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo hier, mais si j'en aurais fait une, finalement, c'était pratiquement parfait dans le bon timing. Mais attendez pas le dernier moment, ou souvent, c'est trop tard. Il y en a, ils me le demandent une fois qu'on a pumpé de 300%. Si vous voulez que je vous donne des bons plans, donnez-moi les cryptos analysés avant qu'il y ait les opportunités. Bref, du coup, on me l'a demandé il y a 2 jours, donc on était entre ces deux bougies. Et donc, on avait alors un niveau très important ici, une petite trendline court terme, trendline daily, on va dire, et une grosse trendline weekly. Donc, premier niveau où on pouvait faire des achats. Deuxième niveau, la cassure de ce niveau. Et dernier niveau, attention, c'est un niveau weekly. Donc là, il faut attendre normalement des clôtures, au moins des grosses clôtures daily avec confirmation. Mais si ce n'est une clôture weekly, mais ça peut aller très vite. Comme vous voyez, même en daily, déjà, ça a été très vite. C'est pour ça que clôture weekly, le prix peut partir très vite si ça doit partir. Donc moi, j'en ai acheté un peu ici, puisqu'on avait... Alors, j'ai pas eu cette cassure, tout simplement parce qu'on me l'a donné après. Moi, je vous dis, je l'ai eu là. Mais dès on a clôturé au-dessus de là, cette bougie, hop, j'ai acheté. Et je voulais acheter un deuxième ici, s'il y a confirmation. Donc pour l'instant, j'ai pas acheté, tout simplement parce qu'on est parti trop vite et la clôture n'est pas encore terminée. Bon, si on serait resté en haut et qu'on aurait continué, j'aurais pas acheté, parce que c'est trop haut. Tant pis. J'ai fait mon achat 1, le 2, bah tant pis, il n'y a pas d'achat 2. Maintenant, par chance, ça redescend. Et on est pratiquement sur un pullback. On est sur un pullback. Donc là, à voir comment ça se passe. Mais du coup, avant la vidéo, j'allais vous dire, bah, il est trop tard. Mais au final, il n'est pas forcément trop tard. Alors attention, vu que le Bitcoin chute, il est possible que ce soit juste, tu vois, si on se met en weekly, on fasse la même chose qu'ici. Hein. Ça arrive souvent. Hop, et puis on rechute. Donc on peut faire exactement la même chose. Hein. Cette bougie, elle peut se terminer ici en rouge et elle est tout en bas. C'est pour ça qu'il faut attendre maintenant pour jouer ce niveau-là. Hein. Là, c'était plutôt des niveaux court terme. Mais ce niveau-là, il faut attendre, je vous dis, normalement, une clôture daily, voire une bougie de confirmation daily. Au minimum. En théorie, c'est du weekly qu'il faut attendre. Mais si vraiment il doit partir, parce que ça arrive que des altcoins partent tout seul. Ça arrive. Donc il pourrait très bien partir tout seul, même si Bitcoin crash. Il y a toujours 5% des altcoins qui font ça.
Donc attendre une clôture weekly plus une confirmation, le truc il peut être là ou être là, hein. Voilà, ça peut partir dans tous les sens. Vous savez les altcoins, alors, IMX, il est combien au market cap? 45, bon, ça va. Il peut pas faire non plus des trucs trop extravagants parce qu'il est quand même dans le top 50, mais quand même, il est pas dans le top 10 ni dans le top 20, donc il peut quand même nous faire des trucs, de malade, hein. Surtout qu'il a bien chuté, hein, vous voyez? Voilà, bon, en étant sur ce graphique, on peut voir qu'il est en top 10 du volume, journalier et il y a, 54 des offres 58 excusez-moi, de l'offre en circulation, donc c'est pas mal aussi. 2 000 000 au total et 2 000 000 offre max. Voilà, ça veut dire qu'il n'y en aura pas plus de 2 000 000 000. L'œuf total, ça veut dire qu'ils sont déjà tous sortis. C'est ça que ça veut dire. L'offre max, c'est que l'offre qu'il y aura au maximum. En gros, ça correspond aux 21 millions du Bitcoin. L'œuf total, c'est les jetons qui sont déjà créés. Ça correspond aux 19 millions du Bitcoin. Et l'œuf en circulation, alors sur le Bitcoin, il n'y a pas de différence entre l'œuf total et l'œuf en circulation, parce qu'à chaque fois qu'ils sont créés, ils sont déjà en circulation. Alors que là, parce que c'est créé par du proof of work, le minage. Là, c'est l'entreprise qui est derrière ce projet qui les crée et ensuite elle les met en circulation. Voilà, c'est juste que là, elle les a pas mis en circulation, il y en a, ils sont bloqués, etc. Et elle va les délivrer. Et c'est ça le danger avec les altcoins, c'est que faut étudier la tokenomique. Voilà, il faut bien voir comment elle va procéder pour justement les distribuer, de quelle façon, en quelle proportion, sur quel timing. Voilà. Et ça peut créer des fluctuations de prix. Ouais, Immuable X, alors si je me trompe pas, hein, je me trompe pas, je crois que pourquoi je l'ai analysé aussi? Parce que ça me parlait, je crois que je m'en servais, au crypto gaming. Alors peut-être je me plante, mais il me semble que c'est ça. Dites-moi en commentaire, surtout ceux qui me l'ont demandé, vous devez sûrement, connaître. Moi, il me semble que c'est ça. Il me semble que quand je faisais du crypto gaming, il y avait, certains, jeux qui étaient sur, par exemple la plateforme Ethereum, où il y avait des gros frais et ça on fait plein de petites micro-transactions. Et donc ça revient trop cher quand on est sur Ethereum et je sais plus, je crois qu'il passait par Immutable X et du coup, on n'avait pas de frais de transaction. Alors, je sais pas si c'est ça, mais il me semble que c'était, si j'ai de bonne mémoire, que c'était ça. C'est pour ça que je l'avais passé en analyse. Bref, il est sorti en décembre 2021. Alors, crash, 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 crash. Donc lui, il est pas sorti forcément au bon moment, hein. Alors non, d'ailleurs, je dis il sort là, mais il est peut-être sorti un peu avant, mais là, c'est le graphique que j'ai trouvé avec le plus d'historique. Il est sorti quand? Oui, si, c'est ça, au novembre, un petit peu avant. Vous voyez, il a eu un pump, et puis ensuite, il a fait que chuter. Il a fait un bottom en novembre, janvier, et il a pump jusqu'au mois de mars. Et depuis le mois de mars, il fait une correction. Donc, alors là, je pense qu'on va se mettre en log, mais quand même, on va voir s'il a respecté un peu. Hop. Voilà, il est dans la zone de rechargement d'achat, on va dire, hein, entre les 0,618 et les 0,76. C'est là où j'achète mes altcoins. Vous savez que normalement, le marché traditionnel et Bitcoin, c'est 0,5, 0,618. Sur les altcoins, ils sont très volatiles. En général, moi, j'attends le cran inférieur, c'est-à-dire l'inverse de la zone de rechargement de short, la zone de rechargement d'achat. Donc, il est dans une bonne zone. Et il a rebondi parfaitement pile sur les 0,786 et il est en train de casser, voilà, de montrer un retournement. Maintenant, bien évidemment, il n'est pas trop tard, comme je vous ai dit. Alors, les plus agressifs, hein, clôture daily, j'attendrai quand même une bougie de confirmation, hein, parce qu'on peut très bien clôturer au-dessus et puis demain tout ravaler. Ça arrive souvent. Je vous l'ai montré, ça, je vous l'ai montré des tas et des tas de fois. Alors là, vous voyez, ça s'est pas fait, mais il y a souvent, ça arrivait souvent qu'on clôture en daily légèrement au-dessus, puis la bougie d'après, on ravale tout. C'est pour ça. Mais effectivement, s'il clôture au-dessus et qu'il doit monter, la bougie de demain pourrait être très puissante. Donc voilà, des fois, il faut prendre des risques. Alors peut-être un stop. Mais le problème, c'est que voilà, vu que c'est très volatile, mettre un stop où, hein, l'idéal, ce serait de mettre du coup, hein, si on clôture là, mettre un stop un peu en dessous. Mais oui, il y a des chances qu'il soit pris aussi, donc c'est compliqué. Soit vous mettez un petit stop, et puis tant pis si c'est pris, vous perdez pas grand-chose. Soit vous ne mettez pas le stop, et puis voilà, c'est de l'investissement dans ce cas-là, hein, c'est pas du trading. Et voilà, vous faites un premier achat, et puis si ça passe pas, et ben, vous ferez un achat plus bas. Voilà.
Donc ensuite, si on devait recasser le plus bas, il n'y a pas trop de... Ouais, il y a un petit support là, vous voyez, sur la base du... ouais, c'est un peu la zone qu'on a retesté, vous voyez là. En même temps, on a retesté en même temps la base du W, hein. C'est propre, hein. Niveau Fibo, c'est propre. Là, on a retesté l'ancienne base du W. C'est propre quand même comme bottom. Mais je vous dis que si le Bitcoin devait chuter, il y a théoriquement 95% de chances que ça suive également. Mais voilà. En tout cas, graphique intéressant, graphique propre, mais ça reste des altcoins et ça reste malheureusement pour la plupart, dans la plupart du temps, dépendant du Bitcoin. Mais encore une fois, il y a peut-être encore quelque chose à jouer ici, parce que si ça devait partir tout seul, ou avec le Bitcoin, si le Bitcoin repart, ça pourrait monter très vite, hein, puisque c'est une trendline weekly, hein. C'est un peu comme on a fait avec Caps la semaine dernière, c'était pareil, on cassait une trendline weekly, on est parti très vite. Alors je sais pas ce qu'il est devenu, Caps, il a la tour avalée. On va peut-être aller voir ça d'ailleurs. Si je l'ai là, je devrais l'avoir. Non, oui, il n'a pas ravalé, hein. Hop, Caps, c'est la même chose, hein. Niveau important, oui, exactement la même chose. Niveau important, trendline weekly, on casse, boum, ça part pas mal. Et à partir de la trendline, hein, c'est monté jusqu'à 70%, et là il y en a encore à 36%. Donc c'est pas totalement redescendu. Voilà, ça veut pas dire que ça va pas redescendre, mais voilà, en tout cas, en ce moment, il y a pas mal d'altcoins qui sont dans cette configuration, donc faut en profiter, surtout les traders, hein, je dirais, parce que bon, les investisseurs aussi, mais mettez pas tout, hein, je vous conseille de faire peut-être un premier achat, ça peut être bien, voilà, puis si on va plus bas, vous gardez pour acheter plus bas, parce qu'en ce moment, c'est assez incertain quand même. Allez, deuxième altcoin, CHSB, on me l'a demandé plein de fois, et à chaque fois, j'ai vrai que je l'analyse pas. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, il y a une ou deux personnes qui me le demandent. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je l'analyse pas. Donc, enfin, voilà, je vais vous analyser CHSB. Donc, voilà, on a eu le lancement depuis 2018. Il a chuté, il a été lancé au plus mauvais moment, hein, en janvier 2018. Voilà, on a bottom en décembre comme tout le monde. Et ensuite, on a eu un gros up, hein. On n'a même pas fait un plus bas au Covid, hein. Vous voyez, le Covid, c'était là. On n'est pas venu faire un plus bas comme les trois quarts. Elle était très bullish, hein. Il vraiment, je sais pas combien elle a pris de pourcent, mais elle était vraiment très bullish, hein. 55, ouais, 55 000%, énorme. Bon, cette mèche, on s'en fout, c'est, je sais pas si c'est une vraie mèche ou si c'était juste machin. Mais, et puis depuis le mois de mars 2021, d'ailleurs, ouais, le rallye, le deuxième rallye, il n'y a pas eu de deuxième rallye, hein, il n'a pas fait de plus haut comme le Bitcoin ou quoi. Il a depuis mars 2021, il crash. Mais une belle correction avec une très jolie trendline. Vous voyez, voilà, tiens, c'est parfait. Vous voyez là, voilà, ça là. C'est exactement ce qu'on pourrait faire sur, merde, je n'ai plus le graphique, mais sur la crypto d'avant. Voilà. Faut attendre les clôtures. Voilà. Et c'est weekly. En daily, regardez, un daily. Voilà. Même en daily a été rejeté, mais on aurait très bien pu avoir la clôture daily et voilà. Mais en weekly, non. Donc, faut bien attendre les cassures. Donc là, c'est pareil. On a un niveau, alors même c'est même un niveau beaucoup plus important. Ce niveau-là, là, regardez. Et on est en weekly. Hein. Résistance, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bon, on peut même dire 4, 5, 6. Encore 7, 8, 9, 10. 10 semaines de résistance. On rechute. On vient chercher ce niveau important. Quand on le casse, boum, extraction haussière, on monte. Ici, c'est quoi le niveau qu'on vient chercher pendant 1 semaine, 2 semaines, encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, encore ce niveau. On remonte, bon, on vient choper la trendline. On revient encore s'appuyer ici, encore 1, 2, 3 semaines, on casse, grosse chute. On rebondit, on vient chercher pendant 3 semaines de résistance, encore ce niveau. On rechute, on revient chercher résistance, encore ce niveau. On rechute, on remonte, on clôture encore en dessous de ce niveau, et encore une fois, ici, on est rejeté. Donc vous voyez, c'est un niveau extrêmement important, c'est une résistance extrêmement puissante, hein. C'était une grosse résistance, c'est devenu un gros support, ça redevient une grosse résistance. Alors bien entendu, on pourrait faire un potentiel joli W là, boum, mais il faut casser. Hein. Faut casser. Donc les plus agressifs, c'est pas pour rien qu'il y a eu une grosse mèche ici, hein, parce que dès qu'on est passé au-dessus, boum, c'était un gros signal. Hein. Les plus agressifs, la trendline, parce qu'on n'oublie pas la trendline. Les plus défensifs, vous attendez qu'on casse ici. Alors attention, si ça pourrait partir vite. Un gros niveau de résistance, hein, qui date depuis depuis 2020, donc depuis 3 ans, plus de 3 ans même, cumulé avec une trendline qui a 2 ans et demi,
Ça peut là, c'est un fake out, mais si ça part, ça pourrait partir aussi vite. Donc, attendre des clôtures weekly, ouais. Je pense qu'on va être beaucoup. Là, il faudra être un peu agressif. Voilà. Et des fois, il faut prendre un peu de risque. Mais voilà, si on valide ce W, en plus, très joli W. Alors là, on a un double top, mais ce qui nous ferait un W dans un W. Vous voyez, parce qu'on aura un gros W là, un gros W là, et bien entendu, on a un plus petit W. Voilà, c'est même pas un W, je sais pas ce que je raconte. Mais voilà. Bref, on aura un gros W. Donc à la cassure, on valide un W, une figure de bottom. Et en même temps, on casse la trade line, on casse le gros support. Voilà, hein, voilà, c'est très facile à analyser. On achète. Et comme je vous ai dit, là, il faudra attendre clôture daily. Et même en daily, il faudra peut-être faudra peut-être être agressif et passer même en 4 heures pour faire les achats parce que ça peut aller très vite si vraiment il y a cassure. Sinon, si jamais il n'y a pas cassure et qu'au contraire, on est rejeté. Donc, on a déjà fait pratiquement double bottom. Donc, il y a des chances d'aller plus bas. Les niveaux importants. Alors, on pourrait s'arrêter n'importe où là-dedans. Hein. Mais les gros niveaux importants, c'est celui-là, hein, qui a fait résistance pendant de nombreuses semaines. Enfin, support, excusez-moi. Et celui-là qui a fait résistance pendant plusieurs mois. Donc, c'est les 6 centimes. Donc, moins 2, parce que là, on est à 12 par rapport à maintenant. Et les 3 centimes, donc divisé par 4 par rapport à maintenant. Donc, moins 50 et encore une fois, moins 50. C'est les deux niveaux où on peut chercher des achats. Voilà. Entre les deux, il n'y a pas vraiment de support très très intéressant. Donc on pourrait facilement, s'il devait y avoir une grosse chute, aller chercher les 6 centimes. Ce serait un bon niveau d'achat. Et si on devait casser les 6 centimes, on pourrait aller rechercher facilement les 3 centimes. Et on va quand même aller jeter un petit coup d'œil. C'est quoi le symbole déjà? Ah oui, c'est ACHB. D'ailleurs, il pourrait y avoir quelque chose de bullish. Alors c'est peut-être pour ça qu'il est à la pré-pump, parce que le 17 octobre, apparemment, si l'information est bonne, CHSB va devenir Borg. Donc il va changer de nom. Et moi, ce que j'ai remarqué depuis que je suis dans les cryptos, c'est que la plupart du temps, quand... il y a une grosse chute là. Quand une crypto change de nom, il y a souvent un pump. Et en plus là, il prend un nom qui va parler aux gens. Pourquoi? Parce que CHSB, est-ce que vous faites le lien avec Swissborg? Bah pas forcément. Tandis que Borg, bah là on fait le lien avec Swissborg. Donc c'est d'autant plus bullish. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand le diminutif ne représente pas du tout l'actif, voilà. Quand vous voyez Borg, vous pensez à Swissborg. Si vous voyez CHSB, bah vous ne pensez pas forcément à Swissborg. Donc c'est un nom, un changement de nom en plus bullish. Donc ça pourrait entraîner également un petit pump. Sinon, il est 236e au market cap, donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression très intéressante. Offre en circulation 1 milliard, œuf total 1 milliard, donc égal. Par contre, l'œuf max, on n'a pas d'information, donc ça, je ne sais pas si c'est... Soit c'est la même, donc il y a tous les offres qui sont déjà en circulation, soit c'est infini, comme certains, et donc il y en aura qui seront produits à l'infini. Je ne sais pas, il faudrait aller se renseigner, mais en tout cas, CoinMarketCap n'a pas l'information. La seule chose qui est embêtante, c'est qu'il n'est pas disponible. D'ailleurs, je comprends pas trop, puisqu'il est sorti en 2018, qu'il est assez connu, hein, Swissborg. Il est sur très peu de plateformes. Hein. Bon, Uniswap, on s'en fout, c'est décentralisé, mais sur les plateformes centralisées, c'est Bitfinex. Yobit, voilà, c'est une plateforme vraiment ridicule, hein, une vieille plateforme, mais vraiment totalement à l'abandon. Vous voyez d'ailleurs qu'en volume, il y a 0. Yobi, bon, ça va, et HitBTC. Il n'est pas sur, Coinbase, il n'est pas sur KuCoin, il n'est pas sur Kraken, il n'est pas sur Binance. Voilà, donc ça c'est un peu embêtant. Voilà, c'est-à-dire si vous n'avez pas ces plateformes pour aller chercher, il faut aller sur ces plateformes. Alors est-ce que c'est leur souhait ou pas? Je sais pas, ça je comprends pas trop leur truc. Mais bon, l'avantage c'est que si un jour ils changent d'avis et décident de lister sur une grosse plateforme, bah, ça pourrait effectivement aussi créer un gros pump, comme c'est souvent le cas, hein, si c'est listé sur Kraken, sur Binance, sur Coinbase,
voire même sur KuCoin, ça pourrait entraîner une grosse hausse du moins à court terme. Bref, voilà, je pense qu'on en a fini pour CHSB. Donc graphique très intéressant. S'il y a une cassure, hein, il pourrait y avoir un très gros pump, hein, parce qu'il a quand même pas mal perdu, hein. On est à 1300% du top, hein, et il n'y a pas de raison pourquoi il ne nous ferait pas un nouveau top au prochain bull run. Donc voilà, altcoin intéressant, je pense, mais bien entendu, il faut attendre les confirmations. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo, encore une fois, elle est beaucoup trop longue. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, hein, surtout si vous voulez participer au giveaway, un commentaire également et un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.